Europe. Europe 1. 8h16, un astronaute à votre micro ce matin, Patrick Cohen. Bonjour Thomas Pesquet. Bonjour. Oui, astronaute évidemment, je rappelle que vous avez passé près de 200 jours dans l'espace, vous en êtes revenu il y a seulement 5 mois, mais quel est votre métier ? Qu'est-ce que vous écrivez sur les fiches de police quand vous passez les frontières ? Scientifique, ingénieur, pilote ou aventurier, explorateur ? Je pourrais écrire tout ça, mais si j'avais envie de frimer un peu, non, j'écris astronaute. C'est vrai que c'est un peu bizarre, parfois on me regarde en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais bon, plutôt qu'écrire un truc qui n'est pas vrai, je préfère écrire ça. Bon, alors j'ai des questions pour l'aventurier, mais j'ai d'abord des questions pour le scientifique, parce que vous l'êtes aussi. Et l'observateur de notre planète, vous publiez chez Michel Lafon cet incroyable livre d'images, Terre avec un S entre parenthèses, où la beauté pure voisine avec la pollution atmosphérique, la déforestation, les lumières des grandes villes. Parlez-nous de ces photos que vous avez saisies depuis l'espace et de l'impression qu'elles vous ont laissé, Thomas Pesquet. Oui, c'est devenu un passe-temps pour moi le soir, le dimanche, à bord de la station spatiale, de regarder dehors, de prendre mon appareil photo et puis d'apprendre un peu à prendre des photos correctes, parce que c'était pas gagné au départ. Les premières photos sont affreuses, mais évidemment on les a pas publiées. Pourquoi ? Elles étaient quoi, floues ? Parce que c'est difficile en fait, c'est une photo un peu spéciale. La station, on est à 400 km d'altitude, on va à 28 000 km/h. Il faut faire ses réglages un peu de manière fine pour que tout ça marche bien. Et puis voilà, et puis je me suis pris de passion pour non seulement la photographie, mais aussi l'observation de la Terre, comme vous l'avez dit, sa beauté, mais aussi sa fragilité qui est très visible depuis l'orbite. À quoi voyez-vous cette fragilité ? On voit sur le temps long, on observe des glaciers en Amérique du Sud, on voit qu'ils fondent, ça c'est prouvé, on fait ça pour les scientifiques, ils servent de nos photos pour montrer tout ça. On voit la pollution des rivières qui débouchent dans la mer en charriant du noir, du marron, des choses qui ne devraient pas vraiment être là dans le bleu magnifique de l'océan. On voit les coupes dans la forêt amazonienne, il y a des villes qui sont recouvertes de pollution, on voit malheureusement beaucoup de choses. Pékin, que vous n'avez pas réussi à filmer à cause de la pollution. La surpopulation qui nous guette, les villes tentaculaires, vous les voyez depuis l'espace ? On les voit, c'est difficile de se repérer depuis l'espace parfois, parce que à part sur le long des côtes où là c'est clair, dès qu'on est à l'intérieur des terres, les références sont les villes. Et effectivement, il y en a certaines qui sont absolument immenses, Moscou, beaucoup d'autres. Et surtout la nuit, c'est impressionnant parce que quand on voit à quel point le paysage est couvert de lumière, on se dit que l'homme a vraiment apprivoisé toute la nature, sauf dans certains endroits qui heureusement sont encore vierges. Il y a l'exemple de Las Vegas par exemple, en plein désert. En plein désert, effectivement. Énorme activité humaine. On voit l'irrigation, on voit des terrains de golf, avec le désert à côté, on a essayé de montrer tout ça. Les îles de Dubaï, il y a des couleurs magnifiques. Alors Julie repérait tout à l'heure une embouchure de fleuve en Australie avec cette couleur violette qui surgit et qui surprend évidemment, qui n'est pas dans la palette, dans le nuancier habituel de notre planète. Est-ce que vous êtes revenu plus militant, plus écolo-militant de ce voyage dans l'espace ? Oui, je pense. Alors j'essaie de pas non plus de donner des leçons parce que voilà, c'est pas parce que j'ai eu la chance d'aller dans l'espace que je peux faire la morale aux gens, mais oui, c'est sûr que ça interpelle. Quand on est sur Terre, on a l'impression que oui, on comprend tous ces phénomènes-là, mais quelque part, la Terre c'est trop grand, ça se passe pas à notre échelle. Tout ça, c'est des choses qui se passent loin, qu'on voit pas, qui sont globales sur la Terre. Et quand on prend ce recul formidable d'aller dans l'espace, on voit vraiment ce qui se passe, on voit la fragilité de la Terre. On se dit ah oui, non, c'est pas aussi infini, pas aussi peut-être fort que ce que j'avais cru. C'est vraiment une oasis dans un océan de rien du tout. Donc il va falloir la protéger un petit peu cette planète. C'est ce que vous avez dit à Bonn, vous êtes allé à la COP23. Ouais, j'ai essayé d'interpeller les dirigeants parce que c'est vrai que tout le monde dit il faut faire quelque chose, mais dans la pratique, c'est important maintenant vraiment de mettre en place des solutions à l'échelle mondiale et puis aussi à l'échelle locale et à l'échelle individuelle. Tout le monde a son rôle à jouer là-dedans. C'est vrai qu'on peut attendre de nos décideurs ou des gens qui sont dans les positions de pouvoir de montrer l'exemple, mais je pense qu'il faut que ça vienne aussi d'en bas. Il faut que les gens soient prêts à quelque part remettre un peu en cause leur confort pour que tout ça puisse avancer. Alors j'ai des questions maintenant pour l'aventurier, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait courir Thomas Pesquet quand on a joué en vrai dans Star Wars, comme vous, en quelque sorte, qu'on a réalisé son rêve de gosse, parce que dès 4 ans, votre père vous fabriquait un vaisseau spatial en carton. Qu'est-ce qui peut vous faire encore
rêver, Thomas Pesquet? Il y a beaucoup de choses qui me font rêver. Je pourrais retourner dans l'espace, peut-être déjà premièrement. Hein. Ça, c'est un de mes objectifs pour les années qui viennent. Je vais travailler pour arriver à ça. Et la compétition est rude. Il y a de la compétition. Ouais. Enfin, Même si une vous y êtes compétition déjà allé, ouais. amicale, ouais, parce que c'est l'Agence spatiale européenne qui participe au projet. Donc, il y a toutes les nations européennes. C'est un peu chacun son tour, c'est normal. Donc, il y a ça. Peut-être un jour aller plus loin. On parle beaucoup de retourner autour de la Lune, sur la Lune, en tant qu'étape vers Mars. Ça, ce sera vraiment une aventure incroyable. Donc, si je peux jouer un rôle là-dedans, ce sera super. Et puis, en attendant, il y a plein de choses à faire sur Terre. Hein. J'ai des amis qui viennent de se lancer dans la voile et qui traversent l'Atlantique en solitaire. Et ça, c'est un sacré défi. Mars, vous en parlez souvent, Thomas Pesquet. C'est l'aventure suprême. C'est l'aventure, oui, suprême, ultime. Quand on voit, moi, je pense que les missions Apollo, quand on voit l'écho que ça a eu à une époque où les moyens de communication vraiment n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui. Enfin, c'est pas comme si les gars pouvaient tweeter depuis la Lune ou même faire des vidéos de qualité ne serait-ce qu'acceptable. Je pense que quand on ira vers Mars, ce sera non seulement plus difficile, plus exaltant, mais en plus, j'espère qu'on sera capable de plus le partager avec les gens. Et du coup, ça concernera vraiment tout le monde. Dans combien de temps ? Dans combien de temps ? Mars, allez, on va dire deuxième moitié des années 2030. On ne devrait pas être bien loin d'envoyer une grande mission internationale vers Mars. Ça prendra combien de jours ? Combien de temps ? Pour l'instant, dans l'état actuel de la technologie, c'est 300 jours aller, 300 jours sur place pour que les planètes se remettent en configuration, 300 jours retour. Voilà, mais on espère 900. Donc presque 3 ans, enfin 2 ans et demi. Ouais. 2 ans et demi. Ah, mais on sera prêt. Rester 900 jours en apesanteur, c'est raisonnable, Thomas Pesquet? Parce que vous-même, par exemple, vous êtes resté 200 jours dans l'espace, oui. Votre corps s'est modifié. Oui. Encore aujourd'hui, il n'a pas repris sa forme d'avant? Si, aujourd'hui, il a repris sa forme d'avant, heureusement pour moi. Mais oui, on s'adapte. Alors, le corps humain, c'est une formidable machine d'adaptation. Hein, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans un environnement qui ne change pas beaucoup. Mais oui, le cerveau reconnecte, déconnecte des choses pour s'adapter à la vie en apesanteur. Les muscles, tout ça change, s'adapte. Donc ça se passe pendant le vol en apesanteur. Il faudra ensuite se réadapter à la vie sur la surface de Mars. Hein. Il ne faut pas que quand on arrive, on soit incapable de travailler. Ce ne serait pas une bonne idée. Et puis surtout, retour sur Terre où là, on se retrouve avec une gravité très forte. Mais vous avez pris un coup de vieux. Votre métabolisme a pris un coup de vieux? Oui, vieillit davantage? Oui, alors le 6 mois en apesanteur, pour le système cardiovasculaire, c'est l'équivalent, par exemple, d'un vieillissement d'une dizaine d'années, mais qui est réversible. C'est ça qui est magique. On récupère on retrouve son état d'avant la mission, et c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup d'expériences de médecine, parce que vous imaginez le vieillissement réversible, ça intéresse beaucoup de gens. Repartir dans l'espace ou aller sur Mars, choisir cette mission, c'est accepter de risquer sa vie. On l'oublie souvent, mais vous mettez votre vie en jeu. C'est ma dernière question à l'aventurier Thomas Pesquet. Vous mesurez le danger On le mesure, oui, mais on essaye de l'encadrer par des procédures, des choses très très rationnelles. Donc on n'a pas peur. Cela dit qu'effectivement, quand on s'installe sur la fusée, je vous cache pas que c'est très impressionnant, mais c'est vrai que c'est une caractéristique importante de ça que les gens oublient. Parfois, les gens me disent il est parti faire des photos, mais non, je suis pas vraiment parti faire des photos. Oui. Comme vous dites, vous étiez assis sur un missile balistique. Ouais, voilà. Et puis ensuite, vous êtes retrouvé dans une sortie extravéhiculaire, c'est-à-dire relié par un simple filin avec 400 km 400 km de vide sous vos pieds. Et voilà, et tout ça pour faire un peu avancer la science et la connaissance. Donc moi, je trouve que c'est important, assez important pour y risquer ma vie. Donc on continuera à le faire à l'Agence spatiale européenne. Ça a changé votre rapport à la mort, là, cette sortie disons que non, pas vraiment, parce que sur Terre, j'avais tendance à faire des choses pas dangereuses, mais j'aime bien la montagne, j'aime bien la voile, donc des endroits où, quelque part, c'est pareil, on est dans un environnement un peu difficile, il y a des règles qu'il faut respecter sous peine de s'exposer un petit peu plus. Voilà, mais c'est vrai que j'ai tendance à plus faire de moto sur le périph' à Paris, par exemple, ça, j'ai arrêté de le faire. Parce que c'est trop dangereux. Parce que c'est plus dangereux que d'aller dans l'espace. Très bien, écoutez, ceux qui nous écoutent apprécieront la comparaison. Vous êtes aussi un héros de bande dessinée, Thomas Pesquet, puisque votre histoire, votre préparation, vos préparations, votre vol sont racontés, dessinés par Marion Montaigne dans cette bande dessinée, dans la combi de Thomas Pesquet. Ça paraît chez Dargaud et ça répond, je pense, à plein de questions que les auditeurs se posent sur la façon dont vous êtes préparé pour aller dans l'espace. Et puis je rappelle ce livre extraordinaire, très beau livre,
Terre avec un S entre parenthèses. Depuis l'espace, la planète s'offre en spectacle. Thomas Pesquet avec évidemment l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Merci d'être venu nous voir ici dans ce studio d'Europe 1. Merci à Thomas Pesquet. Merci à vous. Europe 1.